je reviens à mon diapo. Le programme en quelques mots, une présentation rapide de ce qu'est la FEMASORA. Étienne prendra le relais pour nous redire le cadre général de l'article 51. On aura ensuite les retours d'expérience de 3 structures qui ont porté des articles 51 et un temps d'échange que l'on espère le plus long possible pour vous permettre de poser vos questions et de réagir. Est-ce qu'à ce stade, c'est clair pour vous? C'est OK? Allez, j'enchaîne. La FEMASORA en bref, pardon, c'est une asso loi 1901, 10 administrateurs qui représentent 120 structures adhérentes et une équipe de 40 facilitateurs, des professionnels de santé qui, sur le modèle du pair à pair, vont au soutien des équipes coordonnées, équipes de soins primaires, MSP et CPTS. Et au soutien de tout ça, il y a une équipe de 6 salariés qui aide tous ces facilitateurs à déployer leur action sur les 12 départements de la région. 4 missions principales: accompagner les équipes, mettre en réseau, promouvoir l'exercice coordonné à travers les instances, notamment de santé publique, et bien sûr soutenir l'innovation. Hop, je vais maintenant passer le relais à Étienne. Étienne, j'ai vu que tu étais connecté. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? J'ai eu du mal à me connecter, mais je ne sais pas si tout le monde m'entend. Je t'entends parfaitement. Eh ben, c'est super. Donc Je te mets en évidence. Ouais. Je suis là. Tout bon. J'avais pour mission de faire un petit point rapide sur l'article 51. Peut-être reprendre sur le diapo. Tu repartages, Adrien? Sans problème. J'avais fait 2-3 petites diapos. Je vais faire très vite déjà pour pas dire trop de bêtises. Et puis en plus pour laisser la place au retour d'expérience parce que c'était vraiment l'idée. L'article 51 dont on parle, c'est l'article de loi qui a été mis en place par le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2018, qui a pour vocation de mettre en place, de financer des nouvelles organisations avec des dérogations sur les financements et sur les organisations. L'idée est de réfléchir à des organisations différentes et des financements différents de nos organisations de soins. Il faut qu'il y ait évidemment une dimension collective, on finance des projets communs, avec une notion aussi d'efficience dans les projets qui sont mis en place. Ce n'est pas donc une demande de subvention, c'est pas pour financer quelque chose qui existe déjà, c'est pour aller sur de l'innovation. C'est pas un financement de recherche non plus, ni financement d'outils, par exemple, de télémédecine ou de tel ou tel outil numérique. On va peut-être aller sur la diapo d'après. Il y a un cahier des charges à remplir pour écrire un article 51. On va pas forcément détailler tout ce qu'il y a à mettre dans le cahier des charges, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est très lourd à l'écriture, en tout cas des expérimentations. Ça demande une ingénierie d'écriture qui est très importante. Et on va aller directement sur la suite avec les 3 expérimentations qu'on vous propose de partager aujourd'hui. Il y a eu au niveau national, de plus en plus de demandes. Actuellement, décembre 2022 étaient comptées 132 expérimentations article 51 à l'échelle nationale, et pas que dans le monde ambulatoire et l'exercice coordonné. Dans d'autres régions, là, on vous propose de vous faire un retour d'expérience donc sur 3 types de projets qui étaient en lien avec l'exercice coordonné et qui étaient menés par des équipes de soins coordonnés. Voilà, un petit point express pour laisser la parole et la place aux équipes qui viennent nous faire un retour sur ce qu'ils font dans leurs expérimentations. Merci beaucoup, Étienne. Je te repositionne dans la salle. Hop, et je vais maintenant mettre en évidence Maxime. Hop, du PSIP. Maxime, il faut que je le trouve dans les participants. Je suis à Maxime. Yes, Maxime, je te trouve.
Je te mets en évidence pour tout le monde parce que nous sommes nombreux. Merci Maxime de nous rejoindre, de prendre du temps pour nous partager l'expérience du pôle du PSIP. Je te partage le diapo. Ouais, carrément. C'est bon? Je te partage le diapo? Ouais, vas-y, vas-y, ouais. Tu m'entends? Yes. Ok. Je t'entends. Bonjour tout le monde. Alors, je vais sortir le... Hop. Donc, l'idée, c'est de vous présenter rapidement, dans un premier temps, ma structure, et puis après, vous parler spécifiquement de l'expérimentation SECPA, qui est dans les articles 51. Là, c'est les 3 expériences d'aujourd'hui. En fait, c'est une particularité, c'est que c'est 3 expérimentations qui sont portées par le national, si je ne dis pas de bêtises pour les 2 autres. Donc, on n'a pas eu, nous, tout ce process d'écriture qui est effectivement particulièrement lourd. On est rentré dans quelque chose qui a été coécrit avec la DGOS. Voilà. Donc, ma structure, c'est le pôle de santé interprofessionnel de Saint-Martin-d'Air. C'est une grosse MSP de 55 associés en multi-sites. On est installé dans un QPV, donc un quartier politique de la ville, avec une... c'est pas par hasard si on est là, c'est qu'on a un projet de santé qui est orienté sur la lutte contre les inégalités sociales de santé. Donc, c'est une structure créée en 2012 qui hérite d'une association qui elle, est née dans les années 80 sur la lutte contre l'épidémie du sida et notamment faire de la prévention médicale dans les quartiers autour des questions de consommation de stupéfiants et de pratiques sexuelles. Maxime, on a des retours autour du son. Est-ce que tu as la possibilité peut-être de rapprocher ton micro? Alors, normalement, c'est mon micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, super. Écoute, je te propose de continuer ton propos et on va voir. Mais apparemment, on nous dit que oui. Ça a l'air Merci mieux, beaucoup. Ouais. Du coup, je propose toi de passer la slide suivante. Donc, intégrer SECPA. Pourquoi intégrer SECPA? L'idée de SECPA, en fait, c'est d'imaginer un nouveau financement, un modèle de financement qui va pouvoir permettre de développer un projet de santé communautaire dans les quartiers politiques de la ville. En quelques mots, alors ça s'appelle santé participative, hein, c'est pour ça SECPA, c'est structure d'exercice coordonné participative. Le participatif a été choisi parce que communautaire, ça fait peur a priori aux députés, alors que la santé communautaire, c'est une approche en santé publique qui est reconnue depuis des années, qui fait même partie de la charte de la constitution de l'OMS, qui indique que la coopération active de la part du public et une opinion publique éclairée sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations. Donc l'idée, c'est de travailler sur un certain nombre de choses, mais principalement sur le partenariat patient, à la fois dans les soins, dans les projets portés, dans l'organisation de la structure, de développer de la prévention et en gros de développer la démocratie sanitaire. Et donc SECPA, c'est pensé pour pouvoir financer toutes ces actions-là qui, à l'heure actuelle, n'ont aucun financement propre et que les financements classiques des MSP et de la tarification à l'acte ne permettent pas. Diapo suivant. Merci. Donc, précisément, il y a 4 lignes de financement qui sont créées dans SECPA. Un premier pour financer les professionnels de santé, avec l'idée que justement, quand on fait de la santé communautaire, on développe beaucoup de hors-soins, que ce soit sur une attention très forte à la coordination, mais aussi à la participation patient, qui prend du temps. Et aussi spécifiquement, dans le cahier des charges, c'était bien noté que lorsque on travaille en QPV, il y a statistiquement un écart de rémunération entre les professionnels de santé installés en QPV et à l'extérieur. Et du coup, il y avait aussi cette idée de sortir d'une forme, je mets des guillemets, de précarisation des pratiques plus sociales de la santé. Donc, il y a un premier budget sur ça, un deuxième budget sur les non-professionnels de santé, parce que du coup, on a besoin de nouveaux métiers de nouveaux métiers et de renforts sur les métiers existants. Alors, le renfort, ça va être sur la coordination, notamment parce qu'on va développer de nombreux projets, et notamment des projets de prévention, promotion de la santé, beaucoup plus nombreux et qui vont demander une ingénierie particulière, parce qu'on a la volonté vraiment d'aller en profondeur sur les besoins de la patientèle et de la population. Mais il y a de nouveaux métiers comme la médiation en santé, qui est une forme de travail social dédié à la santé et qui permet de travailler sur l'accès aux soins et aux droits.
Donc voilà, donc il y a un financement spécifique pour les non-professionnels de santé. Et après, 2 autres sous-financements, un lié à l'interprétariat. Voilà, dans les quartiers populaires, dans les quartiers politiques de la vie, on a souvent des populations allophones et on travaille à leur rendre les soins accessibles également. Et enfin, un truc dédié au soutien psychologique. Donc 4 formes de financement qui sont calculées en fonction de la patientèle médecin traitant de la structure. Diapo suivante, s'il te plaît. L'impact pour nous, pour le PSIP, ça a été tout bêtement le passage de 2,2 équivalents temps plein, constitué de salariés hein, de la structure. Avant, on avait un coordinateur, une assistante de coordination et des psychos, et un médiateur, pardon. Un médiateur à temps plein, un assistant de coordination, un coordination qui se partageait quasiment un temps plein, et on avait 0,3 équivalent temps plein de psycho. Et donc là, on est passé à 9 équivalents temps plein avec un peu plus de 2 équivalents temps plein de psycho, 3 équivalents temps plein de coordination, avec une qui est dédiée au projet de prévention, promotion de la santé, moi qui maintenant travaille plus sur la gestion de la structure et les RH, etc., et une qui est à fond sur la coordination des projets. Et on a recruté une deuxième médiatrice pour accélérer un peu tout ce travail. En 2023, l'impact que ça a eu, c'est qu'en plus des patients qu'on a continué à suivre qui étaient déjà dans les clous en 2022, on a 200 nouveaux patients en suivi psycho, 120 nouveaux patients accompagnés dans la médiation, que ce soit sur l'ouverture de droits, l'accompagnement dans l'accès aux droits ou l'accès aux soins, et dans les actions d'aller vers. Et on a 90 patients dans un programme spécifique d'accompagnement des situations médico-sociales complexes. Et globalement, ce qu'on voit, c'est une accélération et une structuration des projets avec justement des renforts sur la coordination. On arrive en fait à faire aboutir des projets plus rapidement et mieux. On arrive à approfondir nos partenariats avec les acteurs sociaux, avec la ville, avec les CCAS, l'ensemble des assistantes sociales et des différentes structures qui peuvent justement mieux accompagner les patients. Des projets de prévention-promotion qui sont, j'allais dire béton, parce que on a une spécialiste, maintenant on a une chargée de prévention-promotion de la santé, dont c'est le travail et dont elle a les compétences et la formation initiale qui nous permet d'avancer mieux. On a également recruté, je ne vais pas mentionner, une chargée de communication, à la fois pour travailler sur la communication interne, parce que du coup, on a 55 associés, mais on a en gros 80 professionnels de santé qui travaillent avec nous. Et donc, elle travaille sur ça. Et on travaille là en ce moment sur la communication externe avec la communication auprès des patients, auprès du monde extérieur. Et enfin, dernière diapo. Donc, SECPA, on nous a annoncé il y a 10 jours ou 2 semaines que SECPA allait suivre le protocole pour rentrer dans le droit commun, c'est-à-dire que ça allait sortir de cet aspect expérimental où on est 26 équipes au niveau national qui sont intégrées pour intégrer donc le droit commun, que ce soit une forme de financement qui soit accessible à tous les professionnels, toutes les structures qui pourraient correspondre à un cahier des charges qui est en cours d'écriture. Et donc en gros, l'objectif c'est que dans 12 à 18 mois, à partir du 1er janvier 2024, le projet, que le SECPA soit traduit en langage proposition de loi, etc., que ça fasse des navettes parlementaires, que ça puisse être accessible aux équipes, avec une modification. Là, à l'heure actuelle, nous, tous les expérimentateurs avons reçu les financements pleins et entiers en année 1, ce qui, a priori, ne sera pas le cas pour les futures équipes, où il y aura une forme de cliquet avec alors, ils appellent ça à cliquer en disant première année, une partie des financements qui correspondent à certaines missions. Et en parallèle, il y a des formations à l'EHESP, à l'école des hautes études en santé publique, pour accompagner le déploiement des missions dans la structure. Voilà en bref. J'espère que j'ai respecté le timing. Super, merci beaucoup Maxime. On a fait le choix de vous proposer des capsules de présentation à la suite les unes des autres, donc on ne va pas tout de suite prendre des questions. Par contre, ce que je vous propose, c'est vraiment de réagir et de questionner dans le chat si déjà vous avez des questionnements. Merci Maxime d'avoir tenu avec élégance et habileté ce timing de 10 minutes pour présenter ce projet SECPA.
Je vais maintenant, pour continuer sur un rythme dynamique, inviter Marion, Olivier et Emmanuel à ouvrir leur micro pour prendre la suite. Alors, je vais vous mettre en évidence pour tout le monde. Maxime, je te renvoie dans la salle. Ne le prends pas mal. Quant à Olivier, Marion, Emmanuel, Olivier, je ne vais pouvoir mettre en évidence Olivier et Marion. Je pense que Emmanuel ne m'en tiendra pas rigueur. Non, ça ira. Voilà, bienvenue à vous. On se donne 10 minutes pour une présentation de l'expérience des ALIM. Merci vraiment pour ce temps de partage d'expérience. Ok. On va essayer de faire aussi bien que Maxime. PEPS, ça veut dire, je ne sais plus, paiement en équipe de profession de santé, je crois. C'est quelque chose comme ça. L'idée de PEPS, c'est de substituer le paiement à l'acte complètement par du forfait, ou quasiment complètement par du forfait. C'est de remplacer la consultation des médecins par du forfait en préservant une part non négligeable de paiement à l'acte sur les aspects techniques, sur les actes techniques, c'est-à-dire tout ce qui est frottis, infiltration, pose ou dépose de stérilet, etc., etc. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire PEPS, un paiement, voilà, très bien. Nous, on est parti là-dedans il y a, à l'origine, en 2018, devant deux constats assez simples. Le premier, qui est un constat de vieux professionnels de santé qui s'interroge depuis très longtemps sur l'intérêt d'une rémunération strictement identique entre une cystite, une angine, et puis un patient très compliqué, très porteur de nombreuses pathologies chroniques et avec des rémunérations toujours identiques pour les mêmes, pour ces soins. Le deuxième constat était que pour avoir été dans une structure une collective de maisons de santé depuis maintenant 2009, donc plusieurs années, je me suis un peu rendu compte que le partage de compétences, la délégation des actes était quand même assez rapidement empêché ou limité par la mise en tension concurrentielle des acteurs intervenant sur les mêmes actions ou sur des actions déléguées. Donc ça nous a paru intéressant quand le ministère de la Santé a proposé de réfléchir sur d'autres modes de rémunération, d'intégrer PEPS. Voilà, je passe la suite. Marion, sur ce que nous a apporté. Alors sur ce que PEPS nous a apporté, c'est assez simple. Déjà, ça nous apporte un budget, on va dire, prospectif sur l'année qui est défini, c'est-à-dire qu'on reçoit annuellement, en plusieurs paiements, mais une somme qu'on est maître d'utiliser un peu à notre convenance et qui couvre du coup les salaires des médecins. Du coup, nous, on est 6 médecins généralistes. Ça couvre les salaires des secrétaires, donc 3 secrétaires en présentiel, et partiellement les salaires des 3 infirmières. Donc, on a une infirmière de coordination qui est rémunérée aussi comme assistante médicale par ailleurs, une IPA et une Azalée, donc qui sont payées par Azalée. Donc, ça permet d'être assez à l'aise sur le plan budgétaire à ce niveau-là et de pouvoir du coup mettre en place des projets assez facilement et de manière pérenne. Et d'un point de vue assez concret sur nos journées, on a essayé de repenser un petit peu nos méthodes de consultation. Donc, on a fait le choix de consulter de manière longue pour les patients qui étaient chroniques, pour les prendre de manière globale. Donc, on consulte en 30 minutes pour les patients qui nous semblent lourds. Et par contre, il y a tout un tas de motifs qu'on essaie de gérer de manière alternative, notamment par des téléconsultes où habituellement on aurait aimé être rémunéré, mais là du coup on ne fait plus forcément venir les patients en cabinet pour ce type de motif-là. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut ajouter. Je ne sais pas si, Emmanuel, tu veux rajouter des petits éléments.
Oui, alors il y aurait plein de choses à apporter sur ce que nous apporte PEPS dans notre vie quotidienne de médecin. Je crois qu'on est dans un territoire en tension comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et en fait, on se rend compte que ça nous permet de faire des consultations complexes, longues, qu'on n'aurait pas forcément pu faire d'un point de vue financier strict avant. On se rend compte que nos consultations, elles sont de plus en plus complexes par le manque de spécialistes, par le fait que l'orientation elle est quand même longue et difficile dans les consultations spé. Donc voilà. Ça nous a permis par exemple aussi de faire des consultations à 2 en dermato avec de la dermatoscopie, parce que on a aussi plus de dermato, donc voilà, ça prend du temps. Et donc on est en train de tester ces consultations en binôme, donc c'est hyper intéressant. Et du coup, voilà, donc ça, c'est quand même vraiment très, très intéressant au quotidien. Et puis l'autre chose, c'est quand même le côté financier et gestion au quotidien. Alors Marika, notre infirmière de coordination, serait là. Elle pourrait mieux en parler parce que c'est elle qui gère le budget, mais en termes de ligne comptable, on est quand même, c'est quand même beaucoup plus facile, quoi. La gestion des tiers payants, on oublie quand même en grande partie. Donc c'est quand même vraiment plus simple de ce point de vue-là. Oui, ça simplifie les procédures comptables. Il n'y a plus de carte vitale à passer pour le moment. Il n'y a plus de financement du tout. Les patients ne payent que les actes techniques qu'ils viennent réaliser, donc ECG, etc. Mais sinon, tout le reste est complètement pris en charge. Ça nous a permis aussi de transférer un certain nombre de compétences sur nos collègues infirmières de parcours. Par exemple, la rédaction des dossiers MDPH, l'évaluation des dossiers d'allocation personnalisée d'autonomie, de faire des évaluations des besoins à domicile avec du coup des tas de partenaires qu'on va pouvoir trouver comme des ergothérapeutes, etc. Ça nous a permis de débloquer des lignes de financement également, par exemple pour de l'interprétariat, puisque sur Ambérieu, on a aussi un petit quartier prioritaire de la ville avec un CADA qui est là, donc on a aussi cette enveloppe, on a pu développer cette mission-là. Et tout ça de manière assez souple et confortable, puisqu'on a enquillé quand même l'arrêt d'activité très brutal d'un de nos confrères et on a pu se réorganiser assez facilement. On a pu, suite au départ à la retraite d'un autre de nos confrères, pu également réorganiser, pour l'instant sans trop de tension. Donc ça donne beaucoup de souplesse d'organisation, en fait, puisque les financements, une fois qu'ils sont versés à la structure, sont répartis au sein de la structure, comme la structure en éprouve le besoin au fond. Et alors, c'est toujours un petit peu du bricolage, parce que c'est du forfait sur lequel il faut aller chercher d'autres forfaits pour en réalité compléter l'enveloppe budgétaire. Hein. C'est ce qu'on a fait en allant chercher les forfaits d'assistants, enfin, etc. Mais globalement, on a 60-70% de notre activité, notre rémunération qui est forfaitaire, et puis 30% qui reste lié aux activités d'actes classiques, notamment techniques. La prévision, c'est que comme ça a été un peu trusté, cette expérimentation par les centres de santé, l'assurance maladie essaye maintenant de trouver des équipes libérales qui ne s'étaient pas emparées du sujet il y a quelques années en arrière, en 2018. Où on est en train, sur la Fédé régionale, de trouver des gens qui sont volontaires pour aller partir dans cette expérimentation, qui va donc rester courante pendant encore quelques temps. On a 5 ou 6 équipes là, qui sont en contact maintenant assez rapprochés avec l'assurance maladie et le ministère de la Santé pour intégrer cette expérimentation qui fera l'objet sans doute d'un cavalier législatif ou quelque chose comme ça. L'idée étant bien entendu, puisque ça se fait dans beaucoup de pays, de la Belgique à l'Angleterre en passant par l'Espagne, c'est d'avoir de plus en plus, enfin que ce soit une proposition alternative à l'activité nomenclaturée à l'acte classique, sans doute. Voilà. Problème qui sera permis aux équipes de choisir entre l'une ou l'autre de ces modalités de rémunération. On a fini à 13h. Manu, j'ai oublié un truc, on a oublié un truc. Non, je pense qu'on va pouvoir répondre aux questions après, parce que je pense qu'il y en aura, j'en vois passer quelques-unes là sur le côté pratique de la rémunération et de la répartition, donc je pense qu'on pourra aborder le sujet ensuite.
Tout à fait. J'en profite pour préciser que voilà, on continue à collecter les questions, donc n'hésitez pas à en poser sur le chat et à la fin, on va essayer de les réunir par thématique et de se ménager des séquences de réponses à ces questions. Merci. Merci. Du coup, j'ai pas grand-chose à faire en termes de modération puisque vous êtes excellent sur le timing, donc bravo. Merci à vous pour cet éclairage. Et on va enchaîner et terminer avec l'intervention de Pierre de Haas. Pierre, il faut que je te retrouve. Alors pour ça, je renvoie sans préavis Olivier et Marion dans la salle. Merci à vous deux. Et je vais mettre donc Pierre en évidence pour tout le monde. Bienvenue à toi, Pierre, et un grand merci à toi aussi pour ce partage d'expérience. Je vais partager ton diapo. Hop, et te laisser la parole. À toi, Pierre. Bon, donc 10 minutes, c'est pas possible. Moi, j'ai prévu 30 minutes, plus mes photos de vacances, ça va faire 45 en tout. Mais, et donc, IPEP, alors c'est expérimentation, ça s'appelle incitation à une prise en charge partagée. Donc, l'idée à différentes de PEP, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. En quelque sorte, on dit aux équipes, est-ce que vous avez quelque chose d'innovant qui va déroger au droit, en termes soit de nomenclature, soit de rémunération des professionnels de santé. Et si vous êtes d'accord, vous avez un bon projet, on va vous suivre en termes de dépenses d'assurance maladie dans les années qui viennent. Et si vous arrivez effectivement à faire des économies avec votre nouvelle organisation, on vous reversera en quelque sorte un bonus. Pour les vieux de ma génération, ça rappellera les aventures qu'on avait menées avec Juppé il y a plus de 35 ans, avec des reversions qui avaient été faites à l'époque sur les économies qui étaient générées. Ce qui peut poser un problème, puisqu'on trouve c'était des montres aux États-Unis, quand on fixe des économies aux professionnels de santé, il faut aussi suivre les indices de mortalité, parce que si on fait beaucoup d'économies, on peut aussi augmenter la mortalité sur un territoire. Là, Dieu merci, ils n'ont pas suivi les indices de mortalité chez nous, et donc on est totalement indemne de ce côté-là. Par contre, ils ont suivi d'autres types d'indicateurs qui sont des indicateurs de type qualitatif. Alors, rapidement, la maison de santé de Pont-Neuf, c'est une maison de santé très moyenne. C'est-à-dire qu'on est 8 médecins qui sont tous à temps partiel, puisque vous savez comme moi que la nouvelle génération travaille qu'à temps partiel pour la plus grande part. Et donc, les médecins sont 3 jours. Ce qui veut dire que 8 MG plus 2 internes, en fait, on couvre à peu près entre 4 et 5 cabinets. Pour ça, nous avons 4 IDE, il y a 2 libérales et il y a 2 infirmières, ce qu'on appelle des infirmières de parcours maintenant, ou coordinatrices de parcours. Vous avez un temps plein d'IDE allées, de pharmaciennes, de kinés, d'orthophonistes, psycho, ergo, podo, diète. 3 secrétaires à temps plein et puis une coordinatrice. Maison qui est ouverte en 2006, donc effectivement qui a une certaine ancienneté, avec un turnover régulier, c'est qu'il y a des professionnels qui s'installent, il y en a d'autres qui partent en retraite ou qui partent ailleurs. On a à peu près une file active de 10 000 patients fin 2022, ce qui fait que pour une moyenne à peu près de 5 cabinets équivalents temps plein, ça fait tout de même une moyenne de 2000 patients par médecin temps plein, ce qui fait tout de même une bonne activité. Et puis, on est sur un territoire rural. Hein. C'est une commune de moins de 3000 habitants, mais effectivement, on couvre un territoire qui est beaucoup plus large. Et alors, on est parti sur une expérience, parce que dans IPEP, vous aviez la possibilité de partir sur plusieurs sujets. Nous, on était parti sur un sujet qui était de se dire, il y a 2 cohortes de patients sur lesquels on pourrait améliorer probablement les soins. C'est les insuffisants cardiaques, puisque vous savez comme moi que les taux de réhospitalisation précoce après une première hospitalisation sont très élevés en France. Et la deuxième, c'est les insuffisants rénaux chroniques, parce qu'il y a beaucoup trop de patients qui arrivent en dialyse en France, ou en insuffisance rénale aiguë en hospitalisation, et qui n'étaient pas au courant du tout de leur pathologie d'insuffisance rénale chronique. Donc, on a travaillé sur ces sujets-là, et vous allez voir les résultats. Donc, là, c'est la diapo suivante, qui montre un truc amusant, c'est que sur l'insuffisance cardiaque, on n'a quasiment pas beaucoup bougé sur les 3 années où on a les chiffres, tout simplement parce que l'insuffisance cardiaque, c'est quelque chose que les médecins ne connaissent pas trop mal. Chez nous, on se débrouille bien. Et le résultat, c'est qu'on n'a pas augmenté le nombre de patients identifiés en insuffisance cardiaque. Par contre, sur l'insuffisance rénale chronique, qui à mon avis est une pathologie assez mal traitée en soins primaires et pas assez diagnostiquée et mise en route en termes de prévention, vous voyez qu'entre 2016 et 2018, on a beaucoup augmenté, pratiquement doublé le nombre de patients en ALD d'IRC. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mettez un indicateur sur une ou 2 pathologies,
vous pouvez tirer une équipe vers le haut en termes de qualité de prise en charge de la patientèle. Et là, c'est bel et bien démontré sur l'IRC où tous les médecins sont passés en formation sur cette pathologie et qu'en 3 ans, on a vu doubler le nombre de patients. Et puis pour IPEP, ce qui est très intéressant aussi, c'est la diapo suivante, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une ristourne qui est assez conséquente, comme vous la voyez, puisque 2018-2019, c'était les sommes qui étaient mises sur la structure à titre de démarrage d'activité, mais on est arrivé jusqu'en 2022 à une ristourne de 226 000 € et des poussières, ce qui fait tout de même pas mal d'argent. Donc ça tient à plusieurs choses. La première, c'est que j'ai la chance d'être associé avec une bande de jeunes qui sont vraiment de très bonne qualité et donc qui font du super boulot, qui sont très peu prescripteurs. Il y en a même quelques-uns, vous imaginez, qui sont abonnés à prescrire, voire lecteurs émérites. Donc c'est dire. Et le deuxième élément, c'est que il y a assez peu d'hospitalisation ici, il y a peu de recours aux spécialistes aussi, et je pense que ça a joué pas mal sur nos résultats économiques, d'où cette ristourne importante qui nous a permis, bien entendu, depuis 2020, de créer de l'emploi, d'embaucher et une coordinatrice et une deuxième infirmière de parcours, voire de créer un 3e poste de secrétariat à temps plein. Donc, en conséquence de quoi, sur des équipes qui sont, entre guillemets, vertueuses, chaque fois que vous mettez de l'argent, de toute façon, vous améliorez, bien entendu, la qualité des soins et vous améliorez aussi le recours aux soins de la part des patients. Voilà ce que je peux dire. Merci, Pierre. Tu as été le plus performant en termes de timing. Un grand merci à toi. On attendait les photos de vacances, mais ce sera pour un prochain webinaire. Vraiment merci aux trois équipes là, de ce partage d'expérience. On va rentrer maintenant dans la séquence de questions. Ce que je proposerais, c'est que ma collègue Claire de Rouet, qui a compilé des questions, peut-être que je te mette en évidence pour que tu puisses relayer la première série de questions. Je te laisse peut-être choisir en fonction du volume des questions, la thématique, en tout cas le projet qui en a suscité le plus. Ça marche. Vous m'entendez bien? On t'entend parfaitement, Claire. Super, bonjour à tous. Alors, plein de questions sur PEPS. Je vais procéder dans l'ordre peut-être pour commencer. La première question globale, c'est finalement comment est calculé le montant de ce forfait? On va essayer d'être bref. Donc, c'est une usine à gaz tout à fait typique de l'assurance maladie et du ministère de la Santé. On n'y comprend pas grand-chose. En gros, il y a une trentaine de variables. Il y a des histoires de sexe, il y a des histoires de tranche d'âge, il y a des histoires d'ALD uniques ou multiples. Tout ça est rentré dans. Il y a des histoires de consommants et de non-consommants. Ne me demandez pas trop de détails parce que franchement, ce qui nous a intéressé, nous, c'est l'arrivée au global. Tout ça, c'est pondéré avec de la précarité, c'est pondéré avec un peu de qualité, avec beaucoup de qualité. Ça rejoint un peu PEPS, ça rejoint un peu IPEP dans ce domaine. Et c'est pondéré aussi département, enfin par territoire de vie. En termes d'accessibilité aux spécialistes, aux soins hospitaliers, etc. Donc tout ça, ça rentre dans une grosse moulinette qui est évolutive. Hein. Là, elle est un peu préfixée, mais en 3 ans, on l'a vu changer un petit peu, pas que à la marge. Et nous, ça nous donne un budget. Alors, je serais bien fichu de vous le donner comme ça, mais ça permet quand même de faire fonctionner et travailler 10 personnes. Voilà. Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Ça marche. Je continue toujours sur cette thématique. Juste un truc, qui fait la moulinette, c'est l'assurance maladie et les statisticiens de l'assurance maladie et du ministère de la Santé à partir du SNDS. C'est assez facilement contrôlable en fait. Ça marche. Alors, deuxième question. Concernant la patientèle, c'était une question assez intéressante. Est-ce que finalement, dans cette expérimentation PEPS, vous ne pouvez prendre en charge que les patients médecins traitants ou les autres patients sont également concernés?
tous les patients peuvent être concernés. Alors, le forfait ne concerne que les patients médecins traitants, inscrits médecins traitants. Par contre, le patient consultant, lui, il va payer comme d'habitude. Ça fait partie d'ailleurs des rémunérations qui rentrent, puisque tant que le patient n'est pas déclaré médecin traitant, en fait, il est facturé selon le classique et habituel filière NGAP. Il y a une question plus globale qui concerne finalement les 3 expérimentations. C'est si on veut participer à l'une d'entre elles ou s'y inscrire, comment est-ce que ça se passe? Alors moi, je vais commencer à répondre. Nous, notre équipe est dans PEPS et IPEP. On a candidaté aux 2 et on a fait partie de la première vague pour PEPS et de la seconde vague pour IPEP. Tant que c'est des expérimentations qui sont inscrites dans un projet de loi, tant que ça n'est pas inscrit dans le droit commun ou que l'expérimentation n'est pas poursuivie pour une raison ou pour une autre, il n'est pour l'instant pas officiellement possible d'intégrer ces nouvelles expérimentations, mais on voit que c'est en train de bouger. C'est en train de bouger pour PEPS, donc les équipes intéressées, en fait, elles nous font coucou et puis on discute et puis on les met en contact avec les bonnes personnes. Et l'idée étant pour le ministère, encore une fois, je l'ai dit, d'étoffer un peu l'échantillon des maisons de santé libérales qui ont un peu loupé le coche au départ. Si je peux me permettre, pour SECPA, donc il n'y a rien d'ouvert à l'heure actuelle parce que justement, on est dans cette période de préparation au passage au droit commun. Mais par contre, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de vos ARS pour leur signaler. Parce qu'au niveau national, en fait, ils ont besoin d'avoir cette idée de savoir dans quelle mesure c'est attendu par le terrain. En gros, plus il y aura de structures qui disent « nous, ça nous intéresse », plus il y aura une pression pour que ça accélère. Puis concernant IPEP, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Pour IPEP, autant que je sache, pour l'instant, c'est fermé parce qu'ils ont assez d'équipes pour pouvoir en faire l'évaluation. On n'est pas du tout certain que ce soit prorogé. On ne sait pas trop comment ça va se passer. On aura probablement des informations lors de la prochaine journée, là, dans un mois, où ils vont nous évoquer les évolutions. Ce serait très, très chouette, mais on se pose une véritable question, parce qu'on a un certain nombre d'équipes dedans, mais qui sont des équipes de pionniers, de gens militants de la première heure. Mais on se dit que s'ils généralisaient ça France entière, ça serait tout de même un véritable souci, parce que donner de l'argent à ceux qui en dépensent moins, il faudra pouvoir en prendre à ceux qui en dépensent plus. Et ce serait un peu compliqué. Et de plus, comme je vous le disais tout à l'heure, le problème de refaire des ristournes à des gens qui dépensent moins, même s'il y a plus de qualité, c'est un véritable souci, puisque vous pouvez poser la question de savoir si tout de même il n'y a pas une diminution du recours à l'hospitalisation. C'est aux États-Unis que ça avait été montré, ça, avec une ristourne sur des équipes et qui finalement, on avait démontré qu'il y avait une augmentation de mortalité sur leur territoire parce que les médecins freinaient énormément les recours à la médecine de second recours, voire de troisième recours, quoi. Donc pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qui va devenir de IPEP. Mais comme le disait Maxime, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans l'article 51, on voit des nouvelles expérimentations qui fleurissent de manière assez régulière en dehors de IPEP, de PEPS ou de SCA. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, si vous avez une idée très, très originale, postuler auprès de vos ARS avec un dossier qui pourrait être poussé ensuite, quoi. Ok, on continue sur la rémunération dans PEPS qui a posé pas mal de questions, des questions qui se rapprochent. Comment est-ce que vous décidez de répartir cette enveloppe? Quelle est la rémunération, par exemple, pour les fameuses consultations dont vous parliez tout à l'heure, assez complexes pour les patients chroniques? Et comment se passe également la gestion du tiers payant dont vous nous avez parlé, qui est facilitée? Du coup, je veux bien répondre si vous voulez. Déjà, en fait, schématiquement, en gros, on reçoit une grosse enveloppe et on a décidé, on se les répartit de façon équitable en fonction du temps de présence. Ça, c'est nous qui avons décidé de ça. Alors, ça demande quand même une rigueur en termes de planning, etc., parce que chacun ne fait pas ce qu'il veut n'importe quand, parce que sinon, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais voilà, nous, on a choisi ça. J'imagine qu'il y a d'autres solutions, mais en tout cas, voilà. Et donc, peu importe qui fait des actes techniques, qui ramène de l'argent hors forfait, etc. Voilà, c'est temps de présence. Donc, on a un taux horaire, par exemple,
qu'on a calculé. Et puis, sinon, c'était quoi la deuxième question? Justement, comment est-ce que vous arriviez à faire la jauge entre vos fameuses grosses consultations et les plus light? Alors, en fait, il n'y a pas de valeur à cette grosse consultation en tant que telle, puisque du coup, elle rentre dans la rémunération globale. On a tous, en fait, des consultations complexes. On a tous des patients complexes. Donc, en fait, on fait tous dans la même journée quasiment autant, enfin, en tout cas, à peu près, de consultations complexes, de consultations courtes. En fait, je crois qu'il faut bien comprendre que cette enveloppe, elle est pour gérer notre patientèle. J'ai envie de dire, peu importe comment on la gère, mais avec une qualité, mais en tout cas, voilà, que ce soit de la consultation longue, que ce soit de la consultation téléphonique. Si un jour il y a besoin de plus de consultations téléphoniques, il y aura plus de consultations téléphoniques tant qu'on gère nos patients. Il faut savoir que quand ils vont consulter ailleurs, le montant de la consultation nous est retiré du forfait. Donc on n'a pas beaucoup d'intérêt de faire n'importe quoi et de les envoyer ailleurs pour gagner un forfait qu'on ne mériterait pas, quoi, entre guillemets. Voilà. Et puis du coup, alors le tiers payant, en fait, on en a très peu, parce que du coup, c'est à la marge quand même, parce qu'on voit malheureusement très peu de patients qui ne sont pas de notre patientèle médecin traitant, parce qu'on n'a pas la possibilité. Donc ça, voilà, il y a peu de patients qui ne sont pas médecins traitants chez nous, sauf les nouveaux arrivés, les premières consultations, etc. Mais du coup, c'est quand même à la marge. Et en ce qui concerne les actes techniques, ça reste pareil, plutôt une faible quantité d'actes. Donc ça, c'est quand même nos secrétaires qui gèrent le retour de ces tiers payants-là quand il y en a. Juste pour revenir sur la question de la rémunération, en fait, c'est pareil dans les 3 expérimentations, parce qu'on est aussi dans IPEP. En fait, on va nous verser une somme d'argent et c'est à nous de définir comment on va la distribuer, que ce soit aux professionnels de santé, aux salariés, etc. Il n'y a pas de règle de dire, en gros, si vous voulez, il faut comme peut le faire en Berrieux, comme on peut le faire nous, que ce soit un taux horaire pour tous les professionnels de santé, la même chose. Il n'y a pas d'indication sur les salaires, si vous voulez embaucher du monde, etc. Il y a un vrai travail de gestion de structure avec une vraie question sur comment on veut recruter, quel salaire on veut payer, etc. Et c'est la même chose dans les trois expérimentations. En fait, l'idée, c'est au départ, forcément, c'est de rassurer tout le monde. Hein. Alors, moi, au départ, je suis arrivé avec un tableur Excel ultra compliqué et les 2035 de tous mes copains. Et puis, j'ai fait en sorte que la rémunération PEPS rentre exactement dans les 2035 de mes copains. Ça a duré une année. Puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, ça n'avait pas de sens et on est passé assez rapidement à un taux horaire, comme l'a dit Manu. Bon. Ordre d'idée, j'ai vu passer une question sur un ordre d'idée. Alors, je vais donner mon salaire, ma rémunération à moi. Donc, ma rémunération à moi, je travaille actuellement 34 heures par semaine et ma rémunération à moi se monte à 8 400 €, sur laquelle je vais payer mes URSSAF et ma CARMF et mes impôts. Voilà. Sachant que, évidemment, toutes mes frais de structure ont été pris en charge dès le départ sur l'enveloppe. C'est comme une société, ce serait comme une société d'exercice libéral finalement. On enlève les frais de la structure et puis ensuite les médecins touchent leur rémunération. Voilà pour ma part. Il n'y a donc plus de considérations alors, les seules considérations à avoir, en fait, c'est de blinder un peu le règlement intérieur pour éviter le caractère un peu passager clandestin de celui qui viendrait toucher en travaillant pas trop, et puis de vérifier que le mec qui serait un peu avide à faire monter beaucoup son montant forfaitaire en faisant semblant de recevoir des patients puisse en réalité s'en occuper, parce que, comme l'a très bien dit Manu, quand les patients vont consulter ailleurs, ça impacte ce qu'on appelle notre taux de fidélisation, enfin je ne sais plus comment c'est appelé, et c'est amputé directement sur le forfait. Donc on a tout intérêt à assumer le taf et pas aller boire des pina coladas autour de la piscine quand même, sinon ça ne marche pas. Alors justement, il y avait une question sur ce que tu viens de dire, Olivier. Ah, pardon, excuse-moi, Maxime. Non, c'est moi, pardon, Claire. J'allais embrayer sur SECPA, mais vas-y, continue, je t'en prie. Oui, il y avait une question justement sur comment est-ce que la Sécu pouvait repérer qu'un patient changeait de maison de santé, par exemple. Tout simplement parce que quand il va chez un de nos confrères tout à fait classique, il est facturé 25 balles sur une carte vitale. Donc il a un numéro de Sécu et il est rattaché à un médecin traitant, donc on sait parfaitement qu'il a été consulté ailleurs. Enfin, pas nous, mais la Sécu le sait. Donc ça, c'est compté chaque année. On a une certaine somme théorique
Alors, ils sont gentils parce que tant qu'on n'est pas descendu en dessous d'un certain seuil, qui doit être de 90%, je crois, de fidélisation, il n'y a pas d'impact. Alors, une dernière question qui était vraiment très intéressante, c'est l'articulation avec le pluripro, c'est-à-dire que quand vous avez présenté PEPS, vous avez beaucoup parlé de l'activité médecin, secrétariat, infirmier, et du coup, il y avait cette notion d'équipe aussi, orthophoniste, comment ça se passait pour les kinés, les orthophonistes, les autres professionnels de votre maison de santé? Bah, ça change pas grand-chose en fait au fonctionnement de l'axe, c'est-à-dire que on continue à prescrire de la kiné, ainsi de suite, avec tous les paramédicaux qui sont en dehors de notre maison de santé et qui se font rémunérer à l'acte. Donc eux, ils sont pas intégrés par contre dans le projet PEPS. En fait, on a des structures gigognes, on a une structure CISA PEPS avec les 6 médecins et nos 2 collègues infirmières de parcours et de pratique avancée, et puis on est inclus dans une grosse CISA qui fait une 50aine de professionnels et qui perçoit les ACI. Le fonctionnement interne de PEPS qui prévoit la substitution de la rémunération des médecins n'a pas d'impact sur le fonctionnement de la structure CISA ACI. Donc on continue à travailler normalement avec nos collègues. La seule chose que nous permet PEPS, c'est de développer beaucoup l'activité IPA, par exemple, qui chez nous n'a pas, on a fait un choix de ne pas aller chercher le forfait IPA, par exemple, et l'infirmière de parcours, service qui a été développé, qui peut être développé par SECPA ou par IPEP de la même façon, hein, mais bon, les 3 structures d'ailleurs, il y a pas mal de points communs entre SECPA et PEPS d'ailleurs, hein. Et d'ailleurs, c'est compatible, il peut y avoir un doublon SECPA et PEPS, c'est-à-dire qu'il y a une équipe, et j'en profite pour répondre à une des questions qui était posée, dans les 26 équipes, il y a 13 centres de santé, 13 maisons de santé. C'est pour ça que c'est structure d'exercice coordonné. Et dans ces 13 centres de santé, il y a une équipe, chez nous d'ailleurs, à Échirol, à côté de Grenoble, qui est à la fois sur PEPS, donc rémunération forfaitaire, et SECPA, rémunération pour le développement de projets de santé communautaire. Et on peut imaginer… En parlant de SECPA, pardon, vas-y Olivier, je t'en prie, complète et je poserai ma question SECPA tout à l'heure. Je vais y arriver. Je complète juste en disant qu'on aurait très bien pu imaginer que chez nous, nos collègues de la CISA ACI partent dans une autre expérimentation article 51 qui s'appelle Équilibre, par exemple, et qui prévoit une rémunération forfaitaire des infirmières libérales de la même façon. Ça ne s'est pas trouvé chez nous, mais on aurait très bien pu imaginer des articulations comme ça, qui apparaissent compliquées, mais qui sont en réalité, du coup, plutôt simplificatrices en fait, de l'exercice. Merci de ce complément. Maxime, tout à l'heure, tu parlais d'un lien avec le HESP, l'école des hautes études en santé publique. Est-ce que tu peux préciser ce lien? Oui, bien sûr. Le lien, c'est que l'école des hautes le HESP, c'est l'école qui a notamment pour mission d'accompagner les politiques publiques et que pour accompagner un financement qui n'est pas négligeable parce que je n'ai pas parlé de montant, mais pour notre structure où on a près de 12 000 patients médecins traitants, pour 14 000 patients piles actives, c'est quasiment 700 000 € par an. Voilà, pour accompagner tout cet argent et toute la loi qui va avec, l'idée c'est de ne pas laisser les gens dans la nature et d'accompagner donc un lien entre on rentre dans l'expérimentation et on se forme. Et donc là, on est quelques-uns dans l'expérimentation actuellement dans SECPA à être invités à un groupe de travail à l'EHESP pour construire des formations pour accompagner le déploiement de ce qui est actuellement une expérimentation qui devrait intégrer le droit commun. Claire, je te laisse prendre le relais. On n'avait pas tellement d'autres questions, à moins que je les ai loupées sur SECPA. Donc, si vous voulez en profiter pendant que Maxime est là. Si ça vous vient, on reviendra dessus. On passe Après, il y a des questions un peu techniques.
Je vois que Pierre a pas mal répondu dans le fil aux questions IPEP, mais on peut malgré tout les relayer. Et Pierre, tu peux peut-être les compléter si tu veux. Je sais que tu dois nous quitter dans 20 minutes au plus tard, donc ça peut être bien effectivement on prenne ce temps IPEP. Avez-vous, par exemple, avez-vous de la part de l'assurance maladie des données précises sur les coûts en santé de votre patientèle? On parlait de l'observation de la mortalité et de ce mauvais indicateur. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ta réponse où tu nous expliques qu'il y a effectivement des tableaux intéressants sur le sujet? Dieu merci, ils n'ont pas d'indicateur sur la mortalité. Sinon, ce serait terrifiant. On est en train de se comparer les uns les autres et on verrait où est-ce qu'il faut aller habiter dans le quartier, quoi. Donc non, c'est pas ça. Par contre, on a, oui, des tableaux extraordinairement intéressants qui nous donnent en plusieurs tableurs Excel avec des quantités de chiffres. Alors, on sait bien sûr qu'ils ne sont pas à 100% exacts, mais je pense que sur la masse, c'est tout de même assez intéressant, surtout que ça nous permet de regarder et de sortir quelques chiffres. Les chiffres que je vous ai sortis, par exemple, sur l'évolution du nombre de patients en ALD, mais aussi sur les coûts par pathologie, quoi, ou les coûts de prescription, quoi. Ça permet de savoir si l'équipe elle prescrit énormément de ceci, énormément de cela, ou très peu de ceci, ou très peu de cela. Donc, c'est des chiffres qui sont loin d'être à 100% justes, hein. Il y a beaucoup d'erreurs, hein, sur les chiffres de l'assurance maladie, mais par contre, ça permet tout de même d'avoir des indicateurs qui sont intéressants. Donc, ces chiffres, oui, nous ont beaucoup aidé. Alors, ça, je vais vous dire, les médecins lambda de l'équipe, ils ne regardent pas ça, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est toujours de voir des patients. Mais pour les gens qui mènent les expérimentations comme ça, c'est assez intéressant. Je pense que Maxime et Olivier pourront probablement dire la même chose. Oui, ça permet même de développer des actions sur des thèmes qu'on n'aurait pas forcément envisagés d'ailleurs. Moi, j'ai été vraiment très intéressé. Enfin, c'est très intéressant, je trouve, d'avoir ces chiffres qui nous permettent, alors certainement pas de faire du pilotage ou du guidage de quoi que ce soit, ni d'impacter grand-chose, parce qu'on n'a pas des grosses populations et que c'est des données relativement récentes et qui sont susceptibles de beaucoup varier d'une année à l'autre pour des raisons de petite quantité. Mais nous, on a vu par exemple qu'on avait des soucis avec la réhospitalisation précoce, alors qui est probablement liée aux structures hospitalières de voisinage qui sont à flux extrêmement tendus et qui ont sans doute tendance à faire sortir les gens un peu trop tôt que ce qu'il faudrait. Mais voilà, c'est des choses qui nous avaient échappé par exemple et sur lesquelles il faut qu'on arrive donc notre infirmière de parcours, par exemple, a la mission d'être très attentif à ça et on essaie d'obtenir des informations, ne serait-ce que très succinctes, de signal nous disant que le patient a été hospitalisé, par exemple, ou où est sorti. Enfin voilà, c'est des missions assez concrètes qui peuvent se développer à partir des données qu'on nous transmet. Et ça, c'est assez chouette. Il y a deux questions assez transverses qui sont, je trouve, très intéressantes. La première, c'est dans quelle mesure une CPTS peut être porteuse de ce type de projet ou j'imagine si elle n'est pas porteuse, en tout cas promotrice ou partie prenante. Et puis, est-ce un projet de grande ampleur? Alors, je le traduis comme ça, qui serait un peu l'apanage des plus grosses équipes, parce que ça suppose voilà, une organisation suffisamment importante pour absorber ce type d'activité. Je peux répondre rapidement pour PEPS. PEPS, le minimum, c'est 5 médecins, je crois, et 2 infirmières. De mémoire, c'est quelque chose comme ça. C'est au moins 5 médecins, ou 3 médecins, ou 5 médecins. Ce pas des grosses équipes, hein, c'est des équipes plutôt, au contraire, très standards, comme disait Pierre, hein. Eux sont 8, nous on est 6. Il y a eu un besoin, comme a dit Maxime, d'ingénierie de départ, parce qu'on a participé à l'élaboration du cahier des charges et ça a été une vraie aventure intellectuelle, hein, parce que pour la plupart, on n'avait pas du tout les connaissances ni les compétences, notamment en économie de la santé. Moi, j'avoue que ça m'intéresse, mais enfin, je ne suis pas docteur en économie de la santé, quoi. Non, je crois que c'est vraiment... Enfin, au départ, la cible de séduction, c'était vraiment, je pense, des équipes assez matures dans leur réflexion, avec des valeurs sans doute assez claires et précises dans leur tête, hein, et dans leur partagé entre associés, mais il n'y avait pas de... Pierre appelle ça des pionniers. Bon, moi je pense que c'est plutôt des gens qui étaient capables de mettre en place des structures un peu de bon sens, quoi, de fonctionnement
assez précis, rigoureux, on va dire ça comme ça, mais pas forcément des flèches, quoi. Pierre ou Maxime, si vous voulez compléter là-dessus, et puis également sur le rôle que peuvent prendre les CPTS sur ce type de projet. Est-ce qu'elles ont un rôle ou pas? Ouais, je peux prendre la suite. Pardon, excuse-moi, Pierre. Vas-y. Non, je t'en prie. Pour SECPA, il n'y a pas de taille minimale. Hein. Il faut être une MSP sous ACI ou un centre de santé déclaré. Il n'y a pas de taille. Pour les CPTS, ça va être, dans le cadre de SECPA, ça va surtout être de la promotion. Parce qu'on sait qu'il y a un bon nombre de structures d'exercices coordonnés dans les QPV qui galèrent, qui galèrent notamment dans l'aspect, le lien social, enfin le lien avec les structures sociales, etc. Et enfin bref, ce qu'on attendra des CPTS, parce qu'en tout cas, on pourra même aller à leur rencontre, ça va être de parler de ça, de parler de cette expérimentation qui va rentrer dans le droit commun et d'inviter tout le monde à se rapprocher de leurs ARS pour signaler que les équipes sur le terrain sont intéressées, quoi. Mais voilà. Ok, merci. Pierre, si tu veux compléter. Oui, je pense que la notion de la taille de l'équipe, c'est la notion simplement de dynamique d'équipe, quoi. C'est vrai que c'est plus facile de trouver des gens qui ont envie de bouger, qui sont innovateurs dans des équipes de taille moyenne, plutôt que dans des toutes petites équipes où il n'y aurait que moins de 10 professionnels de santé. L'autre élément, c'est que je pense que l'innovation, elle n'est pas réservée aux gens qui sont dans ces expérimentations-là. De nombreuses équipes ont largement innové avant qu'on nous en donne des moyens réglementaires qui passent par voie législative, quoi. Et même particulièrement dans les QPV, où il y avait largement déjà ce développement de ce genre d'action, mais qui était financé parfois par des modalités autres, quoi. Avec cette histoire-là, non seulement ça nous a permis d'avoir une reconnaissance sur des choses innovantes que nous avions mis en place, et donc donner une bouffée d'oxygène, et particulièrement une bouffée d'oxygène économique, quoi. Mais en plus, ça nous a permis de développer encore d'autres projets ou de financer d'autres choses, parce qu'il y avait de l'argent qui arrivait, quoi. Mais je crois que l'innovation, elle n'est pas limitée aux gens qui sont dans l'article 51. N'importe quelle équipe qui voudrait innover, il y a un nombre de choses fantastiques à faire pour améliorer et la qualité des soins, et l'accès aux soins, et le confort de vie des professionnels, quoi. Merci Pierre. Je remonte le fil et je retombe sur une question qui me semble un peu essentielle. C'est Cynthia qui demande où faire la demande article 51 avec le cahier des charges, les explications, etc. Auprès de qui vers qui on peut se tourner pour initier un projet article 51. C'est ARS, hein. Il suffit de taper sur ARS article 51 et sur leur site internet, je pense qu'on doit trouver beaucoup de choses. Vous passez un coup de fil au correspondant habituel que vous avez à l'ARS et leur expliquer ce que vous avez envie de faire. C'est demandeur, hein, pour l'instant. On est dans une période où au niveau politique, tout ce qui est innovation dans le monde de la santé, on est dans un monde perdu, hein, complètement paumé, quoi, entre une résistance de gens très conservateurs, rien ne bouge, et tous ceux qui veulent innover. Et donc, les pouvoirs publics sont très, très demandeurs de tous les gens qui veulent innover. Donc, si vous avez des bonnes idées, des choses intelligentes à développer, vous pouvez passer un coup de fil à votre ARS et vous devriez trouver des gens pour vous aider. Je crois qu'au niveau régional, l'interlocuteur, c'est Laurent Pézère. Mais qu'effectivement, au niveau des départements, il doit y avoir des interlocuteurs qui doivent pouvoir faire le relais. N'hésitez pas à nous faire signe, en tout cas, si vous êtes en difficulté pour entrer en contact avec la bonne personne. On pourra essayer, nous, de vous orienter si on la connaît. On a une question aussi de Cynthia qui dit « Mon équipe compte 3 MG, est-ce que ça pourrait être possible ?» Possible, peut-être Cynthia, ça vaut peut-être le coup que vous ouvriez votre micro juste pour nous préciser sur quel projet, parce qu'on a vu que pour PEPS, il y avait un critère de 5 MG. Hop. Oui, bonjour. Je me posais la question au niveau de l'article 51, si c'était accessible à toutes les MSP ou si c'était vraiment, il y avait des critères de base au niveau des médecins traitants, au niveau de l'équipe. Je réponds rapidement. Donc, pour PEPS, je suis sincèrement désolé, j'aurais dû repotasser un petit peu avant, mais je crois qu'il faut au moins 3 médecins. J'ai dit 5, mais je crois que c'est 3. Mais c'est à vérifier.
quoi qu'il en soit, toutes ces expés pour l'instant sont closes. Elles sont closes parce que elles ne pourront s'ouvrir que si elles se généralisent en réalité. Pour l'instant, il y a peu de possibilités d'intégrer l'expérimentation PEPS ou l'expérimentation IPEP ou l'expérimentation SECPA, sauf si elle rentre dans le droit commun. Un peu une réponse de Normand. En revanche, comme le dit Pierre, et comme je crois que tu l'avais dit aussi Olivier, l'article 51, ça reste ouvert pour déposer de nouvelles expérimentations. Tout à fait. L'article 51, en dehors de PEPS, IPEP, etc., il y a tout plein d'articles 51. Il y en a qui restent ouverts, il y en a qui. Et l'article, le cadre existe. Donc, si vous avez une bonne idée, comme disait Pierre, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses possibles. Est-ce que de ton côté, tu avais repéré d'autres questions qu'on n'aurait pas déjà traitées? Pardon, j'avais désactivé le micro. Il y en a une qui était assez intéressante aussi sur PEPS, il me semble, par rapport à ce rapprochement, cette forfaitisation qui fait un petit peu penser au salariat des médecins, cette petite crainte de perdre le libéral. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire pour PEPS? Alors, moi, je vais répondre. Et après, je vois Manu qui se marre, donc moi, je me marre tout pareil. Il n'y a pas question, c'est pas une histoire de salariat. En fait, je suis pas salarié, hein, je reste un entrepreneur libéral. J'ai juste décidé de ne pas trop m'emmerder avec des variations de chiffre d'affaires mensuel, savoir si je pouvais partir ou pas partir en vacances. Donc, en fait, j'ai lissé mon revenu simplement sur 12 mois, ce qui est un choix qu'on a fait. Voilà, c'est comme ça. Avec un taux horaire, le taux horaire, ça ne dit rien du caractère salarié ou libéral. Moi, ce qui est sûr, c'est que ça m'a permis de trouver un équilibre d'exercice et un confort d'exercice qui, si demain l'expé devait s'arrêter, je pense que je ferais autre chose que de la médecine générale en période budget, sans doute. Voilà. Pour des raisons vraiment... je vis, je pense, les plus belles années d'exercice de mon existence professionnelle actuellement, grâce à ça. Manu. Si je peux revenir là-dessus aussi, parce qu'il n'y a plus vraiment de grosse différence entre ce qu'on appelle le salariat et l'activité libérale à l'acte, parce que chez nous, par exemple, on a créé une société d'exercice libéral. Et donc, de la même manière, c'est que c'est la société qui encaisse, on se reverse les honoraires comme on le veut. On pourrait le faire au taux horaire, au nombre d'actes, au temps de présence, à l'âge du capitaine. Moi, j'avais beaucoup lutté pour que ça soit en fonction de l'âge, de l'exercice et de l'ancienneté, mais bon, ça n'a pas marché comme ça, tant pis. Donc, on peut décider des critères. Donc, aujourd'hui, l'évolution, elle se fait comme ça, quoi. Et il y a de plus en plus de jeunes médecins, d'ailleurs, qui intègrent des centres de santé parce qu'ils préfèrent du salariat. La différence, c'est que quand vous êtes en société d'exercice libéral ou que vous êtes en société civile de moyenne, vous restez libéral parce que vous gardez la main complète sur la direction de votre entreprise et que c'est vous qui décidez d'innover, c'est vous qui décidez aussi des investissements que vous avez envie de faire. Dès que vous êtes salarié, que vous alliez chez Ramsay ou vous êtes dans un centre de santé, vous avez bien entendu une direction et qui prend des décisions. C'est-à-dire que vous êtes dans un autre monde qui n'est pas plus mauvais, hein, ni pour les patients, ni pour les professionnels de santé, mais c'est un choix différent. L'intérêt de rester en libéral, c'est que vous avez le choix sur vos investissements, sur les grandes stratégies que vous prenez, que ce soit en assemblée générale, en conseil d'administration, en comité stratégique, vous l'appelez comme vous voulez. Alors qu'en salariat, vous venez faire vos heures et vous avez, sauf si vous rentrez au conseil d'administration de la structure, vous avez peu de décisions. Mais le modèle de rémunération des professionnels de santé a de moins en moins d'importance là-dessus. Autant moi, je fais partie d'une génération à 40 ans, on se battait pour libéral. Moi, j'étais même un ultra-libéral, certes d'extrême gauche, mais ultra-libéral quand même. Et puis aujourd'hui, avec l'évolution des systèmes, je crois que c'est plus un problème. C'est franchement plus un problème, quoi. Je plus sois. Est-ce que, Claire, d'après toi, on a fait le tour des questions? Je vois que tu hoches. Moi, j'en aurais peut-être une dernière à vous poser avant de vous partager un lien vers un petit questionnaire d'évaluation qui comporte 2 questions, donc qui sera extrêmement rapide à remplir. Je vais le mettre déjà. Hop. Non, mince. C'est l'adresse de Laurent Pézère qui est en copie. Je vais, hop, vous le mettre dans la converse.
Et je vous invite, si vous le voulez bien, à prendre les 3 minutes que nécessite la réponse à ce petit questionnaire. Et pour j'allais dire, finir un petit peu ce tour de questions, je vous demanderais volontiers si, en gros, si c'était à refaire, est-ce que vous referiez tout pareil? Vous vous engageriez de la même manière dans cet article 51 ou pas? Sans aucun doute. Et pardon, et pourquoi? Enfin, voilà, en 2 mots. Et pourquoi? Parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse. Pardon. Je pensais que c'était une réponse qui était attendue. Ouais, non, sans aucun doute, nous, les retours qu'on a de l'ensemble des professionnels de santé, c'est le jour et la nuit sur le confort d'exercice, sur les soutiens, notamment sur les situations complexes. Ouais, alors c'était déjà, on s'en sortait pas mal avant parce que une grosse équipe, etc. Même avant. Mais voilà, c'est vraiment un jour et la nuit où les professionnels. Maintenant, la grosse crainte des professionnels, c'est que dans le passage au droit commun, on perd dans ce confort-là. Donc, absolument aucun doute. On ferait probablement mieux avec l'expérience, hein, mais en tout cas, on y retournerait. Je parle parce qu'après, je m'en vais, mais nous aussi, on recommencerait, Oui, sauf que je me battrai encore certainement beaucoup plus fort, parce que je n'ai pas réussi à me battre assez contre d'autres équipes. C'est sur la notion des indicateurs de qualité. On avait dans IPEP une série de 12-15 indicateurs de qualité qui étaient tellement délirants qu'on n'en a suivi aucun. Et c'est le seul souci sur lequel j'ai. Moi, je pense que les équipes, elles se mettent au boulot quand elles ont maximum 3 indicateurs qualité, on s'en trouve avec beaucoup plus. Et sinon, bien sûr qu'on y retournera, parce que vu le gain qu'on a fait, ça nous a tout de même permis d'embaucher, de nous faciliter beaucoup la vie, et celle de nos patients aussi. Et sur ce, je vous salue bien bas et je vous remercie de l'organisation de cette réunion. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. À bientôt. Moi, si je peux prendre la parole 2 petites secondes sur est-ce qu'on Bien y sûr, retournerait, oui, c'est sûr. Comme Olivier, je pense que j'aurais du mal à faire marche arrière et retourner à l'acte, notamment en termes de confort d'exercice et de qualité de prise en charge permise par ça. Et je crois qu'aujourd'hui, vu l'évolution de la médecine générale et toutes les requêtes qui sont faites par les jeunes médecins qui sont aujourd'hui beaucoup à ne pas être satisfaits de leur rémunération, de leur qualité de travail, etc. Je crois qu'il faut trouver d'autres solutions. Et je trouve que celle-là fait vraiment partie des solutions qu'on peut imaginer pour améliorer la médecine générale, quoi. Et puis Olivier, tu nous avais déjà partagé ton enthousiasme et sur le fait que tu vivais, je te cite, tes plus belles années d'exercice professionnel. Oui, ça change, hein, franchement. C'est vraiment c'est tellement une autre manière dissocier l'activité de sa rémunération, finalement, c'est ce qu'il y a de plus chouette, je trouve. C'est ce que permet PEPS, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rapport entre ce que je perçois en termes de rémunération et ce que je fais en termes d'activité professionnelle. Et c'est stupéfiant, en fait, comme ça change complètement mentalement notre positionnement vis-à-vis des gens, vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de... voilà, c'est assez impressionnant. On est vraiment débarrassé de cette espèce de contraintes fortes, hein, et dont on voit toutes les limites effectivement actuellement, comme le dit Manu. Merci beaucoup. Je voulais juste vous passer 2 messages avant de vous remercier. Claire, qui a fait le travail de relais de questions, et par ailleurs en charge d'un projet qui s'appelle MS Progress, que nombre d'entre vous connaissez déjà. Et pour les autres, je vous invite à vous renseigner sur ce projet qui est dans sa phase de déploiement régional et pour lequel nous sommes à la recherche d'équipes de maisons de santé volontaires pour justement s'équiper d'un tableau d'indicateurs simplifié, individualisé, justement pour observer sa pratique, l'améliorer et finalement progresser dans le bon sens. Claire, j'espère n'avoir pas trahi l'esprit général de MS Progress. Top. Donc, si vous voulez des renseignements sur MS Progress, n'hésitez pas à nous contacter. On aura plaisir à organiser une présentation à votre équipe. L'autre message que je veux vous partager, c'est que le replay sera
en ligne très rapidement sur l'adresse que je vous fais figurer sur la conversation. N'hésitez pas à le relayer. Et je crois que les messages essentiels ont été passés. Olivier, tu veux ajouter quelque chose? Il y a pas mal de gens qui souhaiteraient nos coordonnées. Je les invite à se mettre en contact avec peut-être Fabienne et Marion, et bien sûr qu'on est enthousiaste et relativement dispo pour discuter avec les gens qui seraient intéressés, bien entendu. Et voilà, on a vraiment envie de partager ça parce que c'est chouette, quoi. Voilà. Et on m'a dit combien de patients dans la patientèle. Alors, moi, médecin qui travaille 34 heures et gagne 8400, combien de patients dans sa patientèle? Bah, environ 1500 pour ma pomme actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Et j'ai très envie de donner le mot de la fin. Alors, soit à Emmanuel, soit à Étienne, à nos représentants du bureau, voilà, qui ont souhaité que soit organisé ce webinaire. Je veux bien dire un petit mot déjà pour remercier grandement les intervenants. Vous m'entendez? Ça résonne? C'est bon? Merci, c'était vraiment très, très intéressant, très riche. Moi, je trouve ça exceptionnel de voir à quel point, avec ces expérimentations, on arrive quand même à révolutionner nos pratiques et puis les soins qu'on amène aux patients. J'ai l'impression qu'il y a un peu de frustration autour de cette table numérique sur le « oui, ça a l'air super, mais on ne peut pas y aller pour l'instant ». Oui, mais voilà, l'idée d'aujourd'hui, c'était d'ouvrir un peu l'idée sur le fait qu'on peut faire différemment, des équipes qui sont lancées, et que derrière va arriver quelque chose. La FEDE, elle est là aussi pour centraliser vos questions, faire du lien comme ça. Vous avez des questions, vous dites « mais tiens, Pep, c'était super, j'aimerais bien avoir un peu plus d'infos ». Vous revenez vers nous, comme le disait Olivier très bien, vous revenez vers votre cordeau, vers le secrétariat, on fait du lien. C'est toujours intéressant aussi de faire remonter que sur le terrain, en région, il y a des envies, il y a plein d'équipes qui sont prêtes à se lancer. Si ce serait une façon supplémentaire pour pousser ça aussi. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Pour plus d'infos, on vous donnera tous les contacts. Voilà. Merci Étienne. Manu, tu voulais compléter? Je vais finir sur cette note très positive. Par contre, vas-y. Ouais. En effet, moi, je suis ravie de voir tous ces participants à ce webinaire parce que c'est un réel succès et ça montre bien qu'il y a des envies, qu'il y a de la dynamique dans toutes ces équipes et qu'il y a de l'innovation qui germe un petit peu dans nos têtes. Donc, merci aux intervenants, évidemment. Merci aux collègues salariés qui ont participé à ce webinaire. Merci à vous pour cette dynamique. Ça nous nourrit. Et comme le disait Étienne, en effet, on est là pour faire la voix des équipes, pour être la voix des équipes. Et il faut qu'on objective nous aussi les demandes parce que de dire qu'il y a des nombreuses demandes, c'est un ressenti. Maintenant, nous, on a besoin d'avoir une sorte de recensement pour aller porter tout ça aussi auprès des instances. Donc, merci à vous tous et n'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits